Bienvenue dans Manager et coacher par l'approche systémique, un podcast de 10 épisodes imaginé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. L'objectif de cette série est de contribuer à la diffusion et à la démocratisation de l'approche systémique du changement au sein des organisations. Elle s'adresse aux managers, aux dirigeants, DRH, systémiciens, coachs et gestionnaires de projets, ainsi qu'à toutes les personnes concernées de près ou de loin par le fonctionnement des équipes dans l'entreprise. Épisode 7. La diversité des demandeurs et des demandes. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. Nous avons vu dans les précédents épisodes qu'un certain nombre d'acteurs gravitent dans le champ du cadrage, certains pour exprimer une demande, d'autres pour la cadrer. Ce 7e épisode aborde deux aspects particuliers, la diversité des demandeurs et la nature de leurs demandes. Alors Dominique, que pourriez-vous nous dire à ce sujet pour commencer ? Eh bien, nous savons que dans l'entreprise, dès lors qu'il y a une demande d'accompagnement, il y a systématiquement des acteurs qui se trouvent en relation d'influence plus ou moins forte et fréquente. Il est donc nécessaire d'identifier à qui l'on a affaire afin d'être en mesure de recueillir les informations pertinentes dont nous aurons besoin pour élaborer une stratégie d'intervention. Oui, nous l'avons vu dans le 4e épisode, c'est ce que vous désignez par composants fondamentaux, c'est bien ça ? Tout à fait. Et il se trouve que parmi les nombreux acteurs susceptibles de vous faire une demande, il existe une certaine diversité entre celui qui ne sait pas dire, celui qui ne veut pas dire, celui qui n'a pas le temps de dire et celui qui a du mal à formuler l'objectif de sa demande. Et sachant cela, comment faites-vous pour les appréhender et vous repérer ? Que cherchez-vous à détecter en premier lieu ? Notre première préoccupation consiste à détecter le niveau d'implication de notre interlocuteur pour savoir s'il est lui-même porteur de sa demande, ce qui n'est pas toujours le cas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ah oui, mais quelle autre fonction peut-il avoir ? Il peut être simple transmetteur de la demande d'un autre. En résumé, il y a trois possibilités. Notre interlocuteur demandeur peut être soit la personne à l'origine de la demande, soit celle qui en a accepté la délégation, devenant ainsi pour nous un porteur par délégation, soit transmetteur de cette demande. Oui, d'où la nécessité de les identifier. Mais comment les distinguez-vous ? Dans leur discours, par leur façon de s'adresser à nous. Dites-nous. C'est assez simple. Le porteur s'exprime souvent de cette façon. Après un certain temps de réflexion, je crois utile pour l'entreprise de, etc. Ou bien j'ai bien tenté depuis plusieurs mois de trouver comment m'en sortir mais sans résultat. Ou encore, mon collaborateur semble très mal dans sa peau et je voudrais que vous l'aidiez. Oui, dans ce cas, c'est plutôt clair en effet. J'imagine que le porteur par délégation s'exprime différemment ? Oui, il faut être attentif. Nous le repérons par la référence qu'il fait au niveau hiérarchique dont il tient sa délégation. Par exemple, ce manager qui dit mon responsable souhaite que je réalise telle chose, ou bien dans mon nouveau poste, le DG m'a demandé de me focaliser sur tel aspect, ou encore ce DRH qui présente sa demande en commençant par j'ai proposé au comité de direction que les managers mènent un entretien de progrès chaque semestre et j'ai obtenu leur accord. Mais une question dans ce cas. Si le demandeur n'est pas à l'origine de la demande, il peut quand même formuler l'objectif supérieur et les résultats attendus ? Oui, bien sûr, c'est possible s'il y parvient. C'est d'ailleurs d'une part le signe qu'il a reçu une délégation de demande et d'autre part qu'il est capable d'apporter les informations constitutives des composants fondamentaux. Très bien. Alors jusque-là, c'est très clair. Maintenant, qu'en est-il de celui que vous avez désigné comme simple transmetteur ? Le transmetteur est celui qui a reçu une directive et se contente de l'exécuter sans se l'être vraiment appropriée. Il n'a pas réalisé le cadrage de la demande à la source. Il se trouve donc incapable de nous apporter des informations pertinentes. Mais on rencontre également des demandeurs au pouvoir institutionnel qui nous transmettent une action à mettre en place. Ils imposent de répondre favorablement à leurs demandes de solutions et se comportent comme des transmetteurs. Ils argumentent sans être en mesure d'apporter des réponses pertinentes aux composants fondamentaux du système dans lequel ils se situent. C'est plus subtil dans ce cas-là, on dirait. Pour bien comprendre, pourriez-vous nous donner un exemple vécu où la demande était portée par un transmetteur ? Oui, j'ai rencontré un responsable de formation qui m'a semblé être le prototype du transmetteur. Il avait la fâcheuse tendance à organiser des prestations plus ou moins en vogue et attractives. Par exemple, il proposait des stages sur l'intelligence émotionnelle ou collective, ou encore sur le management à 360 degrés,
Tout cela sans lien avéré avec les besoins réels des directions opérationnelles. Alors il peut s'agir d'un préjugé sur leur efficacité, ou bien d'un désir plus ou moins conscient de liquider son budget, je ne sais pas, ou encore simplement le sentiment d'accomplir ce qui était la raison d'être de sa fonction. Je pense qu'il y avait un peu de tout cela. Et alors, comment se sortir de ce guêpier en tant qu'accompagnant quand on est confronté à ce type de scénario? D'abord, il faut toujours commencer par tenter de cadrer la demande, mais si l'on s'aperçoit que le demandeur est déterminé à mettre en place sa propre solution, il reste soit à trouver une stratégie pour le faire évoluer, soit à refuser d'entrer dans son jeu. Ah, nous avons à nouveau besoin d'une mise en situation, je pense. Par exemple, je me souviens du directeur de formation d'une société pétrolière qui me demandait de l'aider à construire un programme pour que les gérants de station optimisent leur boutique. Il a pu me donner cet objectif de niveau supérieur, et lorsque je lui ai demandé de m'indiquer les résultats attendus d'une optimisation de leur boutique, après une certaine hésitation, il m'a avoué ne pas être bien sûr de les connaître. Et comment avez-vous fait à ce moment-là? Je lui ai demandé qui pourrions-nous aller voir ensemble pour les obtenir. Il a été très fair-play et a organisé une rencontre avec le directeur commercial et le directeur opérationnel. Après cette réunion, il m'a dit sa surprise de découvrir certains résultats qu'il n'imaginait même pas malgré ses 15 années d'expérience dans l'entreprise en question. Il est certain que l'idéal reste bien sûr d'avoir comme interlocuteur l'initiateur de la demande. C'est lui qui détient les informations pertinentes sur le système à considérer et qui pourra donc mieux nous guider, voire mieux s'impliquer dans la démarche de changement préconisée. Vous nous présentez une relation avec un seul interlocuteur, mais comment vous y prenez-vous dans le cadre d'une demande collective? La situation se complique évidemment dans ce cas, parce que plusieurs personnes sont intéressées à des degrés divers et dans des domaines spécifiques pour la réalisation d'une même prestation. Il convient de les accompagner en leur faisant d'abord formuler un ou plusieurs objectifs communs, puis en vérifiant que ces personnes attendent bien les mêmes résultats de l'action. Ces résultats serviront de point de mire et de référence commune. Et en même temps, ils permettent de vérifier les écarts en termes de besoins que personne ne soupçonnait en amont. Par ailleurs, de nouvelles situations collectives émergent depuis ces dernières années. Des personnes appartenant à un même groupe peuvent vouloir influencer la demande et devenir ainsi des transmetteurs hétérogènes. C'est-à-dire, hein, qu'entendez-vous par influencer la demande? Pour être concret, je vous raconte les péripéties affrontées récemment par Olivier, consultant auprès d'une association internationale. Le très charismatique président de cet organisme, composé de responsables de 7 pays, lui demande d'une part de l'aider à préparer son remplacement et d'autre part de faire évoluer l'organisation de l'association. Le président valide sa proposition. Mais avant même d'avoir enclenché une quelconque démarche, Olivier reçoit toutes sortes de suggestions, de directives, voire d'injonctions de 4 dirigeants de pays différents. Avec ses particularités culturelles et ses intérêts personnels, chacun d'entre eux veut mettre son grain de sel dans le projet et certains s'opposent même sournoisement à sa proposition. Une vraie galère pour lui. Ah, vous pensez que de tels comportements sont induits par ce type d'organisation particulière? Ou alors ça n'a rien à voir, mais ça aurait pu se passer dans n'importe quelle structure? Non, je pense que la structure peut les favoriser. Nous avons remarqué que ce type de transmetteur se révèle en particulier quand l'autorité d'un groupe est disséminée, que ce soit pour des raisons historiques, d'enjeux de pouvoir ou de fortes différences culturelles. Tout le monde se permet d'intervenir sur un processus de décision. C'est fréquent dans les associations de bénévoles, par exemple, où chacun cherche consciemment ou non à donner son avis, à influencer un processus de changement à son avantage, à se valoriser ou encore à prendre le pouvoir. Oui, pas simple pour un intervenant. Et du coup, comment doit-on procéder si on est confronté à cette situation de demande multiple? C'est effectivement un contexte très difficile, voire périlleux pour un intervenant, car il ne sait plus à quel sein se vouer pour stabiliser la demande initiale et engager de manière cohérente un processus de changement. Je vais vous surprendre probablement, mais s'il ne veut pas se faire instrumentaliser, il lui faudra prendre position en fonction de son système de valeurs et même s'il l'estime nécessaire, faire preuve de courage, surtout si l'intervention est juteuse, en refusant carrément la mission. Refuser le marché? Ah oui, là, il faut du courage et comment dire, suffisamment de trésorerie aussi. Oui, bien sûr, c'est forcément un dilemme. Mais dans ce cas, il lui est possible de provoquer un refus pour faire bouger les lignes en guise de stratégie, vous voyez? Oui, je vois tout à fait. Si ça permet de défendre ses valeurs sans mettre en péril son activité, c'est aussi bien. Alors maintenant que nous avons abordé les types de demandeurs, directs, par délégation ou transmetteurs, pouvez-vous nous parler de la nature des demandes? Oui, bien sûr, et je veux avant tout établir un lien entre un demandeur et sa demande.
car un demandeur peut exprimer un besoin pour lui-même ou bien pour une autre personne ou encore pour un groupe. En fait, il existe toutes sortes de demandes, comme vous pouvez vous en rendre compte. Certaines apparaissent très simples, très concrètes et assez faciles à exprimer comme à justifier. D'autres sont plus complexes parce qu'elles comportent des facteurs humains et des relations entre des entités internes ou externes à l'entreprise. Leur formulation est alors souvent plus floue, plus abstraite et plus porteuse d'explications subjectives. Mais quelle que soit la demande, ce qui nous intéresse en systémique, c'est qu'une réponse implique presque toujours des relations à modifier entre des personnes. Et donc, parmi le grand nombre de demandes possibles dont vous parlez, quels sont les différents types de demandes que vous avez retenus? Concrètement, tous ceux qui doivent cadrer une demande, qu'ils soient intervenants ou managers, reçoivent en réalité deux types de demandes. Nous avons appelé la première la demande problème, ce qui signifie pour un demandeur une difficulté ressentie ou avérée par différents états de fait. Mais alors, comment arrivez-vous à identifier cette demande problème? En fait, les tournures et les mots sont faciles à repérer et reviennent dans de nombreux cas. On vous dira par exemple: pouvez-vous m'aider à sortir de cette situation? Ou j'aimerais trouver une solution à tel problème qui se répète. Ou je voudrais bien me débarrasser de mon angoisse avant mes interventions au comité de direction. Ou je voudrais gérer les membres de mon équipe quand ils sont en télétravail. Ou encore, j'ai l'impression d'aller tout droit au burn-out. Vous voyez, toutes ces demandes font référence à un problème, une impossibilité de faire ou d'atteindre quelque chose. Oui, je vois très bien. Mais quel autre type de demande peut-on rencontrer? L'autre est celle que nous appelons demande-solution. Elle est plus complexe à cadrer et surtout à gérer. La demande solution. Oui, comme son nom l'indique, ça signifie que le demandeur est déjà en tête une solution, des idées précises qu'il veut obtenir, bref, il s'est construit tout seul un schéma d'action pour résoudre sa problématique. Mais comment faites-vous pour identifier une telle demande solution? C'est assez facile à repérer avec un peu d'habitude car ce type de demande commence souvent par je voudrais ou j'attends de vous ou encore il faudrait, suivi d'une solution clé en main. Par exemple, on va dire à un intervenant: je voudrais mettre en place au sein de mon équipe une formation à l'intelligence collective. Ou j'attends que vous aidiez mon collaborateur à développer un esprit d'équipe. Ou encore, il faudrait former l'équipe projet et son responsable à mieux communiquer. Alors vous nous avez parlé de demandes faites à un intervenant, mais lorsque c'est en interne, avec un manager, est-ce que c'est pareil? Presque, à ceci près que lorsqu'elles sont exprimées à un manager, elles prennent souvent une forme plus directe, voire plus directive. Et il s'agit d'actions concrètes à réaliser, souvent illico, sans vraiment de discussion possible. Par exemple, je vous demande d'assurer au sein de la plateforme une meilleure prise en compte des clients. Ou je veux que vous optimisiez mieux les activités en télétravail de vos collaborateurs. Ou encore, je vous conseille d'améliorer vos relations avec votre prestataire de service. Ah oui, c'est en effet un peu plus directif. Dominique, pour ceux qui nous écoutent, que pourriez-vous dire en synthèse sur cette question subtile des demandes? D'abord, je voudrais rappeler que le cadrage d'une demande n'est pas l'apanage des seuls intervenants extérieurs. De fait, des personnes appartenant à une organisation comme le dirigeant, les membres de l'équipe de direction, les managers, mais aussi des responsables de service ou même les employés peuvent tout à fait être cadreurs d'une demande afin d'organiser ou d'accompagner un changement dans l'entreprise. Et pour répondre à votre question, j'ai envie de dire que la demande problème laisse plus le champ libre au cadreur pour avancer, dans la mesure où elle est détachée de toute exigence particulière en termes de solution. Elle facilite ainsi l'accès à l'objectif supérieur. Ce qui n'est pas le cas de la demande solution, on est bien d'accord. Absolument, la demande solution est beaucoup plus difficile à gérer à cause de la pression exercée naturellement par le demandeur. Et dans ce cas, il ne faut pas tomber dans le piège de rester au niveau de la demande en tentant de la clarifier, de l'approfondir, voire même de donner son avis sur sa pertinence sans se rendre compte que cette dernière ne peut être identifiée sans avoir recherché l'objectif de niveau supérieur N+1. Certains consultants, coachs, formateurs ou managers ont tendance à recueillir les aspects factuels, à repérer les opérations mentales du demandeur constituées de croyances, d'interprétations, de déductions, de causalité, d'angoisse, qui ont construit à l'édification de la demande, ce qui ne mène malheureusement à rien quant aux informations nécessaires à l'élaboration d'une démarche systémique de changement. Merci Dominique pour ces précisions indispensables sur un aspect du cadrage qui peut paraître anodin si on ne s'y arrête pas, mais qui revêt finalement une importance déterminante pour la suite. Nous voici arrivés au terme de cet épisode, que je vais vous laisser conclure si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Je souhaite insister sur quelque chose qui pourrait paraître paradoxal dans notre système de pensée traditionnel.
Je veux dire que, pour l'avoir vérifié à de nombreuses reprises, j'ai la conviction que l'on peut tout à fait correctement cadrer une demande en évitant un travail d'analyse et de recherche de compréhension de la problématique. Ou dit plus simplement, ne pas comprendre les causes du problème n'empêche pas de le résoudre. En effet, c'est très inhabituel comme façon d'aborder les choses. Je dirais même que c'est complètement nouveau, non? Ça interpelle toujours nos esprits car nous sommes culturellement conditionnés. Et pourtant, comme l'indiquent les experts de l'école de Palo Alto, il n'est paradoxalement pas nécessaire de passer par cette prise de conscience pour favoriser un changement. Cela a été plusieurs fois vérifié. Je confirme que ça interpelle, c'est vrai. Il est vrai que, en situation thérapeutique, cette même école recommande de s'intéresser au problème et de le clarifier dès le premier entretien. Sauf que le temps dont dispose le thérapeute diffère de celui des cadreurs dans l'entreprise. Et face à un interlocuteur souvent pressé, nous recommandons de faire l'économie de cette analyse. Merci Dominique pour ce focus très important sur les demandeurs et les types de demandes. Dans le prochain épisode, nous aborderons les savoir-faire des intervenants et des managers, et en particulier ceux qui souhaitent s'approprier une posture systémique. À bientôt! Cet épisode a été préparé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. Montage et mixage, Frédéric Seignon. Voix, Anne-Laure Vallot.